Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les rues de Taipei, et plus précisément dans le quartier de Xinyi. Mhm. Pour la plupart des gens, Xinyi, c'est l'image d'Épinal de la modernité asiatique, quoi. Oui, la tour Taipei 101, les grands magasins. Exactement. Le cœur vibrant de la finance. Mais le document qu'on explore aujourd'hui, rédigé par un historien de l'urbanisme, nous invite à regarder un peu sous ce vernis. Tout à fait. Il nous présente Xinyi non pas comme un bloc, mais comme un millefeuille historique, une superposition de ce qu'il appelle des failles temporelles. C'est ça. L'auteur nous propose une sorte d'archéologie urbaine, en fait. Notre mission, donc, décoller ces couches une par une pour découvrir les histoires cachées. Préparez-vous parce que vous n'allez plus jamais marcher dans Xinyi de la même manière. C'est tout à fait ça. Il a identifié 5 grandes strates, 5 couches géologiques qui racontent l'histoire du quartier. On va commencer bien avant les gratte-ciel, j'imagine. Oui, bien avant, quand Xinyi n'était qu'une terre agricole. Puis on verra comment elle est devenue un bastion militaire, un centre industriel. Avant d'être la vitrine de la modernité qu'on tenait. Exactement. Et ce qui est passionnant, c'est que chaque époque a laissé des traces, des cicatrices, souvent invisibles à l'œil nu. Notre but aujourd'hui, c'est de les rendre visibles. Alors commençons par le commencement. Avant le béton, il y avait la terre et l'eau. L'analyse insiste sur un élément fondamental, l'eau. Oui, et plus précisément un projet d'ingénierie colossal du XVIIIe siècle, le canal Lugong. Le canal Lugong. C'est la fondation de tout en fait. La construction a débuté en 1739. Il faut s'imaginer un réseau de veines et d'artères qui a donné vie à toute la plaine de Taipei. Ce n'était pas juste un fossé, quoi. Ah non, pas du tout. C'était le système sanguin qui a permis la colonisation par les agriculteurs Hans et le développement d'une agriculture intensive. D'accord. Et l'auteur souligne que ce système a été constamment amélioré, notamment à l'époque japonaise, où il a été fusionné avec d'autres canaux, 8 immenses étangs. C'était vraiment l'épine dorsale de la région. Attendez, donc si je comprends bien, quand on marche sur la grande avenue Xinyi aujourd'hui, Oui, avec ses boutiques, ses cafés, on est littéralement au-dessus d'une rivière artificielle vieille de plus de 250 ans, c'est ça l'idée? c'est exactement ça. On marche sur l'histoire sans même le savoir. L'auteur parle d'une civilisation disparue sous nos pieds. C'est fou. C'est le coût de la modernisation. Pour construire des avenues bien droites et des fondations solides pour les tours, il a fallu maîtriser cette eau. L'enterrer. L'enterrer, la canaliser. La ville a dû cacher ses propres veines pour pouvoir grandir. C'est là qu'on touche à une idée centrale du documentaire. La modernité s'est souvent construite sur l'oubli. C'est une décision presque violente d'enterrer son propre passé. Mais alors, comment on fait pour voir cet invisible, pour se reconnecter à cette histoire? Alors l'auteur propose une sorte de pèlerinage en 2 temps. Le premier trésor caché, c'est de remonter à la source, littéralement. Ah oui. Le tunnel d'amener d'eau en pierre du canal existe toujours, à Xindian. C'est l'acte de naissance du système. En voyant cette structure, on touche du doigt la preuve tangible de l'ampleur du projet. D'accord, ça c'est pour l'aspect physique, l'échelle du projet. Et la deuxième étape? La deuxième est plus conceptuelle. C'est de faire ce que l'auteur appelle une visite guidée des traces d'eau. Un jeu de piste en quelque sorte. C'est ça. On prend une vieille carte des canaux et on la superpose mentalement au plan des rues actuelles. Et là, on se rend compte que le tracé de certaines rues, des courbes inattendues, suit en fait le lit de l'ancien canal. Fascinant. C'est une autre façon de lire la ville. Oui, de voir comment elle a d'abord vécu avec l'eau avant de la dominer et de la cacher. Ok, c'est la première couche, l'eau. Mais après la Seconde Guerre mondiale, une force, disons, plus explosive a redessiné le quartier, n'est-ce pas? On parle de l'armée. Oui, là, le paysage change du tout au tout. L'eau cède la place au feu. Xinyi devient une zone militaire stratégique. Avec en son cœur l'arsenal Su-44. Exactement. Et pour faire fonctionner cette immense usine, on a construit à la va-vite des logements pour les ouvriers et leurs familles. C'est la naissance du village Sud 44. Sinankyön. Voilà. Et ce village, c'est un microcosme de l'histoire de Taïwan après 1949. Ces maisons, construites avec des matériaux de récup, devaient être temporaires. Elles sont devenues des foyers permanents pendant des décennies. Et c'est là que le concept de faille temporelle devient absolument dingue. Parce que ce village existe encore. Oui, On est dans ces petites ruelles, modestes, figées dans les années 50, et en levant la tête, juste là, la tour Taipei 101 nous écrase de toute sa hauteur. Le contraste est saisissant. ah mais la première fois qu'on y entre, le choc est total. Le bruit de la ville s'estompe d'un coup, on est dans une autre dimension.
Une capsule temporelle. C'est ça. D'un côté, on a la mémoire d'une vie simple, communautaire, et de l'autre, ce monstre de vêle et d'acier, symbole du capitalisme, qui semble vous observer. C'est une expérience physique. Et donc, le premier trésor, c'est d'y aller, tout simplement. Oui, de visiter le village Sud 44, aujourd'hui transformé en centre civique. Et l'auteur invite à y aller, non pas pour la photo Instagram parfaite, Bien sûr. mais pour vraiment ressentir ce calme, cette atmosphère de basse densité au milieu du chaos. Il y a un petit musée qui expose des objets du quotidien, c'est très émouvant. Mais ce village a été préservé, c'est une exception, j'imagine. Qu'est-il arrivé aux autres? C'est là qu'intervient le deuxième trésor, qui est une comparaison. L'auteur suggère d'aller voir le complexe résidentiel Zongto. D'accord. C'est l'emplacement de l'ancien village Ouest 44, le jumeau du village Sud. Lui n'a pas survécu. Rasé. Entièrement rasé dans les années 80 pour construire des immeubles modernes. En mettant les deux sites en perspective, on comprend les deux destins possibles de ces villages. La préservation comme lieu de mémoire ou la démolition au nom du progrès. Un choix de société, gravé dans le paysage. Voilà, on a eu l'eau, puis le feu de l'armée. Restons dans l'industrie, mais en remontant un peu le pan à la période japonaise. On va vers un autre monument, l'ancienne usine de tabac de Songshan. Un site industriel majeur, oui. Construit sous le système de monopole du gouvernement colonial japonais. C'est un complexe immense, avec une architecture remarquable. Un mélange de modernisme et d'art déco, c'est ça. Exactement. Mais ce qui fascine l'auteur ici, c'est la transformation de ce qu'il appelle l'esprit du lieu. On est passé d'un espace de fabrication. Très contrôlé, j'imagine. Oui, presque militaire dans sa discipline, qui produisait des millions de cigarettes, à une espace de création. Aujourd'hui, c'est un parc culturel libre, ouvert, dédié au design, à l'art. Cette reconversion de l'usine, c'est un peu une métaphore de l'évolution de Taïwan, non hein? Du passage d'une économie de manufacture à une économie créative. Parfaitement, le dialogue entre la structure rigide de l'usine et la fluidité des idées qui circulent aujourd'hui est très puissant. C'est une réconciliation. Mais est-ce qu'en transformant une usine en centre culturel branché, on n'efface pas aussi un peu la mémoire du travail ouvrier, parfois pénible, qui s'y déroulait? Oui. On ne gentrifie pas l'histoire. C'est une excellente question et c'est un risque. Mais l'auteur suggère que la réponse se trouve dans les détails de la restauration, et c'est là qu'interviennent les trésors cachés du site. Ah, Le premier, c'est la chaufferie et son immense cheminée. C'était le cœur énergétique de l'usine. Ils ont été magnifiquement restaurés, non pas pour être fonctionnels, mais comme des sculptures témoins de ce passé industriel. on honore la machine en quelque sorte. Oui. Et pour l'humain, c'est le deuxième trésor. Il faut chercher les anciennes installations pour les employés. Il y avait un grand bain public, un jardin baroque pour la détente. Incroyable. Ces espaces révèlent une facette plus complexe de la gestion de l'époque. En les préservant, on garde pas seulement la mémoire de la production, mais aussi celle de la vie sociale de l'usine. On a donc vu les couches de l'eau, de l'armée, de l'industrie. Et puis, dans les années 80, une nouvelle force arrive, peut-être la plus puissante de toutes. Celle des urbanistes et du capital, oui. Qui décide de faire table rase pour repartir de zéro? C'est l'histoire la plus connue de Chiny. Oui, mais l'auteur nous rappelle le point de départ, un terrain vague. Des rizières abandonnées, des villages militaires vieillissants. C'était un pari fou. Totalement. Le projet de réaménagement du district planifié de Chiny était le plus ambitieux de l'histoire de Taipei. L'idée était de dessiner le futur sur une page blanche, de créer un nouveau centre de gravité. Avec le World Trade Center, puis évidemment Taipei 101. Le couronnement, oui. Le symbole de l'entrée de Taipei dans la cour des grandes métropoles mondiales. Et c'est comme ça qu'est né ce fameux style Chiny, ce mélange de shopping de luxe, de divertissement, de culture. Le centre de la ville a littéralement basculé de l'ouest vers l'est, un basculement sismique. Et pour en saisir l'ampleur, l'auteur propose deux expériences. La première, prendre de la hauteur, grimper sur l'Elephant Mountain, Xiangshan. Exactement. De là-haut, on voit le plan dans toute sa rigueur géométrique. Et si on compare mentalement avec les vieilles photos aériennes quand ce n'était qu'un marécage, on comprend la force brute qui a modelé ce paysage. Cette idée d'une expérience piétonne planifiée, avec ses passerelles entre les centres commerciaux, c'est fascinant. Mais ça ne risque pas de créer une atmosphère un peu stérile, artificielle. C'est la critique qui est souvent faite, oui. Mais l'auteur nous invite à regarder l'intention derrière. C'est le deuxième trésor, se promener sur l'avenue Zhangti et emprunter ses passerelles. D'accord.
La philosophie, c'était de séparer les flux, de redonner de l'espace aux piétons, de créer des places publiques à l'abri de la circulation. Que l'on aime ou pas le résultat, c'est une tentative de créer un nouveau type d'urbanité. D'accord. Avec un plan aussi totalitaire, aussi maîtrisé, on a l'impression que tout ce qui précédait a été effacé. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu survivre du monde d'avant? C'est notre dernière couche. C'est la touche finale, et elle est essentielle. Au milieu de ce triomphe de la planification, des vestiges des toutes premières communautés persistent. Ah bon? Avant même les canaux, la zone était le territoire des Ketagalan, un peuple autochtone, et le premier village Han s'appelait Ziku. Et de cette époque, il reste. Des temples. Des temples, oui, comme le Sangshan Jinengun. Leur présence aujourd'hui nichée au pied des tours de verre est un témoignage d'une incroyable résilience culturelle. Ce sont des points de résistance silencieux. C'est une image incroyable, hein. L'odeur de l'encens qui se mêle au bruit des affaires, la fumée des bâtonnets qui montent vers les enseignes de luxe, c'est une collision de mondes. Et c'est pour ça que les deux derniers trésors sont si importants. Le premier, c'est de prendre le temps de visiter ces temples. Pas comme une attraction touristique. Non, pour observer comment ils continuent d'être des centres spirituels vivants pour la communauté locale, malgré tout. Ce sont les ancres qui relient le quartier à son histoire la plus lointaine. Et le tout dernier point d'ancrage, c'est de revenir à la géographie originelle, les berges de la rivière Kelung. Se promener le long des parcs, c'est se reconnecter avec le paysage d'avant le béton. C'est là que tout a commencé. Un retour aux sources. Au sens propre comme au figuré. Alors, au final, qu'est-ce que tout cela nous dit? On a fait de l'archéologie urbaine. On est passé des rives de la rivière aux canaux, des villages militaires aux usines, pour finir au sommet de Taipei 101. Mhm. On a traversé plusieurs mondes sans quitter le même quartier. La grande conclusion du document, c'est que l'histoire de Signy est une épopée du pouvoir sur l'espace, Chaque grande transformation a été le résultat d'une force. qui a imposé sa vision du progrès. Exactement. Et ce progrès, comme on l'a vu, a presque toujours impliqué de recouvrir, de sacrifier ou d'oublier les couches précédentes. La véritable richesse de Signy ne serait donc pas dans sa modernité éclatante, mais dans ses contradictions, dans cette tension palpable entre des époques qui coexistent. C'est tout à fait ça. Et ce qui est fascinant, c'est que ces contradictions sont visibles, à portée de main. La meilleure façon de comprendre le quartier, nous dit l'auteur, c'est d'embrasser activement ces failles temporelles. C'est une expérience à vivre. L'expérience ultime, c'est de se tenir dans la cour humble du village Sud 44 et de sentir le poids écrasant de la tour Taipei 101 qui vous domine. C'est plus parlant que n'importe quel livre. Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite. La prochaine fois qu'on marchera dans une ville, n'importe laquelle, quels récits sont enfouis sous nos propres pas? Et quels choix, quels sacrifices ont rendu le paysage qui nous entoure possible?